Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, Sens Public, au cœur de l'actualité aujourd'hui pour prendre du recul, donner du sens aux deux événements majeurs de ce 10 septembre. Le mouvement Bloquons tout d'abord. Il n'a pas bloqué la France, mais la journée a été émaillée de manifestations, de tensions avec les forces de l'ordre. Les slogans visaient surtout Emmanuel Macron, comme ici à Marseille. On est mécontente du système actuel. On veut qu'il y ait un partage des richesses pour tout le monde. Parce que les plus riches, on en a marre qu'ils profitent. On veut la démission de M. Macron. On veut plus de salaire. On travaille double, même triple des fois, et personne s'en sort, on en a marre. Le mouvement peut-il durer et faire la jonction avec la journée de grève intersyndicale du 18 septembre? Bruno Retailleau a-t-il tenu le défi sécuritaire en mobilisant 80 000 policiers et gendarmes? Dans un instant, on sera en duplex de la place de la République à Paris avec Quentin Calmet. C'est le lieu où la plupart des manifestants sont regroupés ce soir. Et puis, l'autre fait majeur du jour, évidemment, c'est l'entrée de Sébastien Lecornu à Matignon. Passation de pouvoir avec François Bayrou. Première consultation politique, promesse de rupture sur la forme et le fond. Et cette question qui accompagne déjà ses premiers pas de Premier ministre, combien de jours tiendra-t-il avant de subir lui aussi la censure? Vous pouvez réagir sur ces deux thèmes d'actu en flashant notre QR code, par exemple, sur celles et ceux qui veulent tout bloquer. Êtes-vous solidaire ou exaspéré? En attendant de lire vos réactions, le récit de cette journée avec Jérôme Rabier. Alors, comme vous vous en rendez compte, ça arrive, heureusement rarement dans Sens Public, mais voilà, une petite tuile technique, pas de son dans le sujet de Jérôme Rabier, j'espère qu'on va le récupérer dans quelques instants. J'en profite pour vous présenter mes invités. Michel Viviorca, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, et vous avez publié, vous publiez L'idée de gauche peut-elle encore faire sens aux éditions de l'Aube, et il y a un autre livre aux éditions Poche que je citerai tout à l'heure. Sylvain Boulouc, historien, spécialiste du syndicalisme et de la gauche radicale, auteur de Meurtre à la Grange-Aubel, quand les communistes flinguaient les anarchistes, c'est aux éditions du Cerf. Aurore Marval, bonsoir et bienvenue. Vous êtes grand reporter à Marianne. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico-éditorialiste pour Sens Public. Bienvenue à tous. Est-ce qu'on a le sujet? Oui, non, on me parle dans l'oreillette. Je crois qu'on ne l'a pas. Michel Viviorca, c'est Où va la France qui vient de sortir en poche aux éditions de l'Aube. Voilà le livre que je voulais citer. Je commence avec vous une question très générale en forme de bilan. Est-ce que c'est un flop cette journée? Il n'y a pas eu, si on prend en nombre de manifestants par rapport à des grandes journées de mobilisation intersyndicale, c'est pas beaucoup. Écoutez, c'est le premier jour. Oui. On ne sait pas du tout quelles seront les suites. C'est pas massif, ça c'est clair, d'après tout ce qu'on a pu entendre. C'est pas spectaculaire. C'est pas la même chose que les Gilets jaunes. Mais dire que c'est un flop, je ne le dirais pas. Je serais prudent. Des gens sont descendus, des gens ont fait passer des messages, mais c'est quand même pas le grand soir. Oui. Un mot, le sujet est revenu, on va pouvoir l'entendre avec du son, c'est quand même bien meilleur. Sylvain Boulouc, peut-être un mot de ce mot d'ordre-là, bloquons tout. Dans quel registre il s'inscrit, bloquons tout? Alors, il faudrait faire une toute petite généalogie, parce que la rumeur est partie plutôt de l'ultra-droite un peu non parlementaire, pour après être complètement récupéré d'abord par Jean-Luc Mélenchon, puis par l'ensemble des formations de gauche, d'extrême gauche, d'ultra-gauche, toutes les variétés de la gauche possibles. Et du coup, ça fait référence à plusieurs choses. Bloquons tout, ça fait référence à l'imaginaire syndicaliste, l'idée de grève générale, et ça fait aussi référence à, d'une manière plus globale, à une volonté d'arrêter le système économique et productif tel qu'il peut exister aujourd'hui. Après, pour ce qui est des résultats, pour l'instant, quand on regarde un peu la sociologie rapidement de ce qui a pu se passer, on est plus dans l'esprit Nuit debout que dans l'esprit Gilets jaunes. Ça, on y reviendra en détail, évidemment. On a 3/4 d'heure, vous le savez, dans notre débat pour essayer de creuser et de comprendre, même quand c'est de l'actualité aussi chaude que celle-ci. Ça tombe bien, comme promis, le sujet de Jérôme Rabier nous revient avec du son. Les premiers blocages ont commencé avant même que le jour se lève, tôt ce matin, comme sur ce site Amazon dans le nord de la France, avec des manifestants déterminés.
Le message, il est clair, c'est de bloquer l'économie et de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Des opérations de blocage menées un peu partout en France avec 430 actions comptabilisées dès la fin de matinée, mais un nombre de manifestants plutôt faible. Face à eux, la consigne pour les forces de l'ordre était claire, ne pas laisser les blocages stratégiques perdurer, comme sur le périphérique parisien ou les dépôts de bus. Chaque fois qu'il y a une tentative, soit de blocage ou de faits de violence, de faits délictuels, alors nos forces de sécurité intérieure ont une consigne, c'est d'intervenir, c'est d'être rapide, d'être agile. Aux actions de blocage ont succédé des rassemblements, comme à Toulouse, Nantes, Marseille ou Paris. D'abord festifs, certains points ont dégénéré avec des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Un restaurant a notamment été incendié à Paris à proximité de la place du Châtelet en plein cœur de la capitale. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Dans les cortèges et points de blocage, Emmanuel Macron et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu ont été les cibles privilégiées des pancartes réclamant justice fiscale et sociale, un mot d'ordre auquel s'étaient mêlés des syndicats ou des politiques issus de la gauche et des écologistes venus témoigner leur soutien à ce mouvement sans leader identifié, un mouvement qui n'a pas mis le pays à l'arrêt, mais certains manifestants promettent déjà de poursuivre cette mobilisation. Effectivement, la question de la durée de vie de ce mouvement sera au cœur de notre débat. Aurore Maréneval, pour l'hebdomadaire Marianne, vous êtes parti à la rencontre de ces Français en colère, qui s'apprêtaient éventuellement à participer aux manifestations, sous une forme ou sous une autre d'ailleurs. C'était pas forcément dans la rue. Oui, alors... En fait, moi, j'étais partie de la question. Je trouvais que ce mouvement, en tout cas, pendant longtemps, il a existé essentiellement, je dirais, par l'imaginaire que projetaient dessus les acteurs politiques et syndicaux, et même, d'ailleurs, les journalistes. Et l'idée, c'était de voir un peu qu'est-ce qu'en pensaient les Français, comment ça s'organisait, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de ces boucles Telegram, de ces nouveaux réseaux. Et donc, j'ai fait un petit tour le long de l'autoroute entre Paris et Auxerre. Je suis arrivée dans plusieurs villes pour discuter un petit peu avec les gens. Et c'est vrai qu'il y avait des modes d'action nouveaux qui séduisaient plus. C'était par exemple le fait de ne pas se servir de sa carte bancaire, parce que j'avais des témoignages de gens qui disaient c'est compliqué aujourd'hui d'aller manifester, surtout quand on a des enfants. Le dispositif policier, et on en a parlé tout à l'heure, inquiète aussi les gens aujourd'hui d'aller dans une manifestation. On a peur de se retrouver nassé, pris justement un peu en tenaille entre des Black Blocs et des policiers, les gaz lacrymogènes, etc. Donc ces modes d'action, je dirais un petit peu parallèles, en séduisaient certains. Il se trouve que visiblement ça n'a pas vraiment été le cas. Non, il y a le réseau des banques dit que l'activité a été normale. Aucun signe véritablement à ce niveau-là. Ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai rencontré des gens qui n'en avaient pas entendu parler du tout. C'est-à-dire que si on ne regarde pas les journaux, qu'on ne regarde pas la télé, qu'on ne lit pas, et bien finalement, ce mouvement n'existait pas vraiment, en tout cas autant que celui des Gilets jaunes, par exemple, sur Facebook. C'était davantage Telegram, qui est quand même un réseau aussi plus confidentiel, plus de gens qui s'organisent. Et enfin, certains, par contre, disaient oui, le boycott, la résistance passive, ça ne marche pas. Il faut descendre dans la rue et il faut jouer justement le rapport de force. Alors, des revendications qui sont assez hétéroclites ou disparates. On va prendre un premier exemple, cette étudiante mobilisée à Paris aujourd'hui, près de la gare du Nord. Elle s'appelle Alice. Le message du septembre, pour moi, c'est contre l'inflation, contre la faim en France, pour les services publics. Mes parents travaillent dans les services publics, notamment dans la fonction publique hospitalière. C'est très difficile. Du coup, c'est pour les services publics, pour la France, pour la Palestine. En quelques secondes, Michel Viorca, vous voyez, on a déjà beaucoup de thèmes différents. Oui. Je trouve très intéressant ce que dit cette jeune femme, parce que c'est tout le contraire d'un mouvement étudiant. Un mouvement étudiant qui s'intéresse à l'université, ou à l'endroit où il étudie, parle de production de connaissances, d'appropriation de connaissances, de diffusion de connaissances, de fonctionnement. Là, pas du tout, c'est que des thèmes extérieurs à l'université. Et c'est ce qui fait, pour moi, l'intérêt et à la fois la faiblesse de ce mouvement, c'est qu'on n'arrive pas à voir très très bien quelle est la capacité de donner un sens fort à une action, si le sens il est toujours défini en dehors du lieu d'où on parle. C'est ça qui
qui me frappe, et je pense qu'on parlera un peu aussi de la question syndicale, je suis à côté d'un expert, mais enfin, c'est quand même fascinant de voir des gens qui renouent avec le mythe de la grève générale, hein, c'est quand même bien ça, c'est un mythe. Le grand théoricien de la grève générale, c'était Georges Sorel, il a dit, écoutez, peut-être qu'on la fera jamais, mais c'est bien parce que ça mobilise, c'est un mythe. Et puis, ce mythe a été porté par des forces syndicales naissantes, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et est arrivé Clémenceau en 1908, qui a fracassé les acteurs syndicalistes qui portaient ce mythe, puis est arrivée la Première Guerre mondiale, et c'était à peu près fini. Et donc, on voit renaître un discours mythique dans une période où, là aussi, les gens ne parlent pas tellement de ce qui se passe dans les entreprises, dans la production, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a une sorte de désarticulation, je vais essayer de le dire clairement, une sorte de désarticulation entre le lieu d'où parlent les gens et le contenu de ce qu'ils disent. Sylvain, vous voulez intervenir tout de suite. Oui, pour prolonger, puisque en fait, ce mythe de la grève générale, à travers l'expression bloquons tout, en fait, il a été obitéré pendant 70 ans, voire même un peu plus, par le fait que les bolcheviks aient pris le pouvoir et qu'il y a eu la révolution d'octobre. Donc on revient à une espèce d'utopie originelle. Et quand on regarde ce qui se passe dans les milieux d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, on voit beaucoup d'intérêt pour les utopies du 19e siècle. Donc il y a il y a eu une parenthèse de 70 ans qui s'est appelée le communisme, qui quand même canalisait énormément les mouvements sociaux et qui, depuis une vingtaine d'années, laisse le champ libre à autre chose, à des formes... Alors, ça ne veut pas dire que le communisme est complètement disparu, hein, mais dans les mouvements sociaux, il y a de nouvelles formes qui réémergent, qui sont la résurgence ou la reprise avec des éléments nouveaux de ce qui pouvait exister fin du 19e siècle jusqu'en 1914. Alors, je vous propose une autre réaction de manifestants, en l'occurrence de manifestante, une réalisatrice qui est mobilisée, elle, à Marseille. On l'écoute tout de suite, elle s'appelle Baya. Ça vient. Ça bloque aussi ça vient, à la télé. Ça vient. Les citoyens et les citoyennes, ils ont envie de participer, ils ont envie qu'on leur demande leur avis, et ils ont envie que leur avis soit écouté. Et pour ça, il faut changer les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est la Constitution, et donc la Constitution, on doit la réécrire tous ensemble et tout ensemble. Alors, est-ce qu'il y a un point commun quand même ? On va parler de la représentation politique parce que je pense que c'est un thème intéressant, mais est-ce qu'il y a un point commun autour quand même d'un personnage et non des moindres, Emmanuel Macron ? Aurore Malval, votre avis ? On a l'impression, en tout cas, que ça pouvait jouer le rôle de catalyseur, en fait, aussi, et de mot d'ordre un petit peu autour de cette mobilisation. Je pense qu'il y a, aujourd'hui, de toute façon, quand il y a une manifestation, Emmanuel Macron est forcément dans le sujet, parce qu'il y a une façon un petit peu, peut-être, en tout cas différente, ou qui s'est accentuée dans la façon que le pouvoir a d'écouter, ou plutôt de ne pas écouter la rue, et aussi d'envoyer, justement, des forces de l'ordre avec un dispositif de sécurité extrêmement massif pour empêcher justement aussi, je dirais, la manifestation un petit peu à la française, comme ça se faisait par exemple sous Chirac, qui écoutait la rue. C'était aussi lié à son histoire personnelle, bien sûr, puisqu'il était justement négociateur aussi des accords de Grenelle. Mais ça a été le dernier président, finalement, Jacques Chirac, qui a cédé à la pression de la rue. D'ailleurs, en 2006, pour la dernière fois, par rapport au CPE, où le mot d'ordre était déjà à l'époque « bloquons tout ». Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu aussi des petits soubresauts lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2017, mais surtout les Gilets jaunes, et puis dernière grande mobilisation sur la réforme des retraites, qui n'a rien donné. Et ça, je pense que ça joue aussi dans la façon dont les gens ont aujourd'hui de s'organiser, de manifester, c'est qu'il s'est dit il faut trouver d'autres moyens d'instaurer un rapport de force. Et ce rapport de force, il est avec le pouvoir, il est avec Emmanuel Macron. Alors, on sera en duplex de la place de la République dans un court instant. Jean-Sébastien, vous vouliez intervenir ? Oui, parce qu'en écoutant Aurore, la rue a changé par rapport à Jacques Chirac précisément, et c'est ce que vous avez évoqué, Sylvain Boulouc, c'est qu'aujourd'hui, l'ultra-gauche, alors ce ne sont pas tous les manifestants, pendant le conflit des retraites, c'était, on a bien vu, très très large, le corps social entier quasiment était dans la rue, mais cette ultra-gauche qui assume la violence comme stratégie, pas comme finalement effet anecdotique, mais comme stratégie, avec au-delà du mythe de la grève générale, je pense une vraie intention de révolution, mais ça change tout. Jacques Chirac, il ne faisait pas face à des gens qui voulaient faire la révolution. Aujourd'hui, il y a des gens, alors soit au nom du climat, soit au nom de considérations sociales, ou
contre le capitalisme, ils veulent faire la révolution et ça se conjugue avec une crise de représentation parce que la réalité, c'est que les Français, très largement, se sentent orphelins de la politique. Alors c'est justement la question que j'allais vous poser, Michel Vivorca. Ce que dit cette manifestante, les citoyens, ils ont envie de participer, d'être écoutés, il faut changer les règles du jeu. Il y a un déficit de représentation politique ressenti par une grande partie de celles et ceux qui manifestent, là. Je crois que c'est une grande banalité que de dire qu'il y a une crise énorme de notre système politique, de nos institutions, et que dans cette crise énorme, on voit deux logiques se mettre en place à l'occasion de cette journée. Oui. La première logique, c'est la logique, je vais l'appeler gauche de la gauche, ultra-gauche, extrême-gauche, etc. C'est on va dans la rue et on crée, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, et on crée une situation révolutionnaire. J'ajoute au passage que Mélenchon devrait relire un peu Lénine, parce que Lénine ne dit pas que c'est l'acteur qui crée la révolution, il dit que c'est la situation qui est révolutionnaire. Mais bon, c'est autre chose, on n'est pas dans une situation révolutionnaire. Mais en tout cas, il n'y a pas de débouché politique pour un certain nombre de personnes. Il faut dire ce qu'on a à dire. Il y a effectivement dans ce pays de la rage, de la colère, du désespoir, des conditions de vie difficiles, etc. etc. Et comme il n'y a pas d'espace politique ouvert pour que ça débouche sur quelque chose, eh bien, on va dans la rue. Et puis, vous avez l'extrême droite. Et là, il faut distinguer l'extrême droite institutionnalisée, je pense, et celle qui ne se reconnaît pas dans l'institutionnalisation. Excusez le jargon. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'extrême droite institutionnalisée, c'est celle qui, aujourd'hui, est très contente de siéger au Parlement, de se préparer à devenir, avoir un rôle d'accéder au pouvoir, et qui joue une carte parlementaire. Elle peut être radicale, cette extrême droite, mais radicale dans la vie institutionnelle. Elle peut être très raide avec le pouvoir, mais elle n'est pas dans la rue, ou très peu. Et puis, vous avez ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette évolution du Rassemblement national et qui, eux, vont peut-être rejoindre, d'une certaine façon, les espoirs révolutionnaires de la gauche de la gauche. Même si l'entrée en jeu de Jean-Luc Mélenchon a plutôt fonctionné comme un épouvantail pour cette partie des Français qui étaient prêts au départ, peut-être, à rejoindre le mouvement. Mais j'insiste vraiment sur une chose, ceux qui se disent que tout ceci va se terminer par l'élection de M. Bardella ou de Mme Le Pen, ou en tout cas une nomination de Premier ministre ou ce genre... Tout cela ne se reconnaissent pas nécessairement, ou faiblement en tout cas, dans ce qui se passe dans la rue. Cela attendent le jeu politique plus classique. D'accord, je vous redonne la parole dans un instant, mais comme promis, on rejoint Quentin Calmet qui est place de la République pour illustrer et commenter l'une des images qu'on a vues en boucle. On va regarder cette image tout de suite, en régie, hein, j'essayais de ne pas vous surprendre, mais voilà, cet incendie près de la place du Châtelet à Paris, parti d'un restaurant, c'était évidemment impressionnant, on a vu ça en boucle sur les chaînes d'infos, c'est naturel, et dès que les pompiers sont arrivés, ça a pu être maîtrisé, ça commençait à lécher la façade d'un immeuble. Quentin, vous êtes maintenant place de la République, sous une pluie parisienne qui commence. Qu'est-ce que sait-on de cet incendie déjà ? On peut donner des infos un peu précises peut-être. Oui, c'était difficile à couvrir cette mobilisation aujourd'hui, Thomas, parce que vous aviez des mouvements un peu partout. S'il vous plaît. On est en direct, s'il vous plaît. On est en direct. Voilà. Vous aviez des mouvements, on est en direct parce qu'on est en direct. C'est une émission où c'est compliqué. Après tout, une journée bloquons tout. C'est un peu normal que des manifestants essayent de bloquer aussi les médias. Il faut qu'on accepte ce jeu-là, même si on aimerait bien pouvoir entendre le récit de Quentin Calmet et notamment le fait que, selon une communication officielle, ce serait peut-être cet incendie venu des forces de l'ordre, peut-être un tir de gaz lacrymogène non maîtrisé. Tout cela va nécessiter évidemment pas mal de précision et de contre-enquête. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre peut-être un peu plus sécuritaire. Je suis sûr que les uns et les autres, vous allez vouloir réagir, parce que dans sa conférence de presse ce matin, Bruno Retailleau a insisté, alors on reprend ces termes, sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement citoyen, mais d'un mouvement noyauté par l'extrême gauche, appuyé par les insoumis, tout en martelant que le gouvernement ne tolérerait pas des troubles à l'ordre public. Jean-Sébastien, je me tourne vers vous. Ce discours, qu'est-ce qu'il révèle, selon vous ?
Il peut y avoir différentes choses. Alors bien sûr, on peut y voir une forme de calcul politique chez le ministre de l'Intérieur qui peut-être essaye de rassembler le parti de l'ordre, comme on dit, provoquer un réflexe légitimiste. Peut-être aussi de distiller de la peur chez des gens qui auraient pu envisager de descendre dans la rue et qui ne voudraient pas se retrouver dans des échauffourées. Mais bref, on voit bien qu'il se passe quand même quelque chose. On ne peut pas l'évacuer d'un revers de la main, on l'a déjà évoqué, il y a une situation qui n'est plus celle que nous connaissions ces dernières années. C'est quoi ce qui est en train justement de se passer ? C'est précisément une envie révolutionnaire et cette stratégie, elle a un nom. C'est la stratégie des 1000 entailles. Moi, ce matin, j'entendais Anas Kassib, je ne sais pas si vous voyez qui il est, qui est un militant Sudrail, qui est par ailleurs chez Révolution Permanente, militant du parti anticapitaliste, donc allié à Jean-Luc Mélenchon, qui ce matin se félicitait en disant de la convergence des radicalités et qui allait jusqu'à suggérer qu'il fallait prendre le Parlement comme ce qui vient de se passer au Népal. L'ironie du sort étant que le Premier ministre népalais qui vient d'être chassé était communiste, ça a certainement dû lui échapper. Alors, mais cette stratégie des 1000 entailles, c'est des 1000 entailles, c'est la stratégie qui a été théorisée par les mouvements djihadistes, notamment par quelqu'un qui s'appelle Mohamed Al-Souri, qui était d'abord l'un des bras droits d'Oussama Ben Laden, qui est ensuite devenu un des théoriciens de l'État islamique. Et justement, lui, il a dit à un moment, Al-Qaïda, on n'a plus les moyens de le faire, il faut assumer avec des moyens beaucoup plus limités. Les 1000 entailles, c'est le fait de harceler en quelque sorte l'État ou votre ennemi en permanence jusqu'à l'essouffler et installer la peur dans la population. Et c'est cette stratégie-là, peut-être, qui est en train de se mettre à l'œuvre pour mettre un système à bas et en quelque sorte, justement, faire en sorte qu'une situation révolutionnaire s'installe. Oui, alors je vous écoute, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment comparer l'ultra-gauche avec un mouvement terroriste meurtrier ? Ça doit faire dresser quelques cheveux sur les têtes. Non, mais évidemment que les motivations sont parfaitement différentes. Qu'on a entendu des convergences ici ou là, les uns et les autres pensant d'ailleurs qu'ils seraient leurs idiots utiles réciproques. Évidemment, il y a une différence majeure aussi, c'est que l'ultra-gauche ne pratique pas la violence indiscriminée, ne souhaite pas tuer les civils. Mais il y a des gens qui commencent à en parler. Chez LR, notamment, on l'a entendu. Alors peut-être certainement en creux chez le ministre de l'Intérieur, Geoffroy Boulard, le maire LR du 17e arrondissement, l'a dit. Olivier Vial, le directeur de l'Observatoire des radicalités, qui a longtemps été patron de l'UNI, dont le frère siège ici au Sénat, en parle lui aussi. Pourquoi ils le disent ? C'est pas totalement une volonté de pointer du doigt l'ultra-gauche pour la disqualifier. C'est parce que si on regarde, il y a eu des tas d'incidents quand même ces dernières années. Souvenez-vous l'ouverture des JO l'année dernière, d'ailleurs d'un incident jamais éclairé. Sabotage des lignes de TGV le matin de la cérémonie d'ouverture. Sabotage de fibres optiques. Sabotage d'antennes relais. Ces éléments-là, ils existent. Il y a une question parlementaire européenne en 2025 qui avait abordé la question. Ce sont plus de 200 actes similaires depuis 2024 qualifiés de terroristes et probablement imputables à cette ultra-gauche qui ont été recensés. La DGSI inclut l'ultra-gauche dans les menaces terroristes aux côtés de l'ultra-droite et du djihadisme. Et vous avez raison de le rappeler, il y a des tas d'analyses académiques qui, à l'inverse, disent que non, ça n'est absolument pas le cas. Moi, j'ai envie de mettre un peu d'huile sur le feu, peut-être, ou de verser du sel sur les plaies, parce qu'il y a des parallèles. Parce que vous vous souvenez, l'année dernière à Cannes, quand il y a eu des coupures d'électricité, eh bien, ce qu'il y avait écrit sur les poteaux, c'était les 1000 coupures. 1000 coupures, 1000 entailles. Et donc on peut quand même entendre une forme de revendication en creux. Et là où l'histoire est drôle aussi, c'est que le Mohamed Al-Souri dont je vous parlais, vous savez où il a fait ses études ? À Paris, dans les années 60 et 70. Et donc, qui est l'œuf et qui est la poule, en quelque sorte, parce que lui aussi avait été très impressionné par la pensée de la gauche radicale. De la gauche radicale. Attendez, on va laisser terminer. De la gauche radicale de l'époque. Et donc, on voit bien que sans, évidemment, qu'il y ait une filiation, ni même des combats communs, il y a quelque chose de cet ordre-là et une stratégie. On peut avoir une stratégie sans partager un objectif qui semble être la même. Et regardons comment l'ultra-gauche a réussi à imposer l'antisémitisme, notamment sur les campus. Ne sous-estimons pas quand même son habileté manœuvrière. Alors, je savais que votre éditorial allait faire réagir, cette stratégie des 1000 entailles. Je pense que tout le monde veut prendre la parole. Je commence peut-être avec Michel Viviorca et ensuite ce sera Sylvain Boulouc. Bon, oui, je suis en complet désaccord sur tout ça. Premièrement, en dehors de l'incendie dont on vient de voir quelques images et dont il n'est même pas certain qu'il était causé par des manifestants, un bus renversé, je crois, à Rennes, enfin des choses comme ça qu'il ne faut pas minimiser. Bon, on peut quand même pas dire qu'on a affaire à une grande opération. Je ne parle pas de la journée d'aujourd'hui. Comment ? On parle de 200 actes recensés depuis 2024 et la DGSI l'inclut dans ses menaces. C'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui une actualité précise. On ne commande pas l'état général de la France ou du monde. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Deuxièmement, puisqu'on commente ce qui se passe aujourd'hui, il y a du sens. Il y a quand même des gens qui disent des choses. On peut ne pas être d'accord avec le sens qui est exposé, mais enfin quand même des gens qui vous parlent de conditions d'existence, de revenus, qui ne sont pas du tout des terroristes.
Troisièmement... mais personne n'a dit ça. On ne parle pas des manifestants, on parle de ceux qui essayent d'instrumentaliser l'événement. Oui, c'est pas la même chose. Écoutez, pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose, je trouve, pour l'instant. Bon. Et puis enfin, si 1000 entailles... L'échec n'exclut pas l'intention. On va laisser Michel Vivorca parler comme il vous a laissé parler. Si 1000 entailles il y a, moi je pense, il faut d'abord les imputer au chef de l'État. On est un pays dans lequel on a un Rassemblement national qui n'a cessé de croître depuis 5 ou 6 ans, avant aussi, vous me direz. Mais enfin... quand même, qu'il y a des perspectives inouïes, une situation politique bloquée, un chef d'État qui a théorisé... j'avais été à la rencontre avec les intellectuels, je lui avais posé la question, pourquoi est-ce que vous refusez les corps intermédiaires, pourquoi vous ne voulez pas discuter avec les syndicats, etc., qui a théorisé, comment dirais-je, le rejet des corps intermédiaires et des médiations, qui a fabriqué tout ça. Alors oui, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a peut-être, là je vous suivrai, peut-être des gens qui essaient d'en profiter en quelque sorte politiquement. Enfin, l'essentiel, c'est cette colère, cette rage populaire, qu'ensuite certains instrumentalisent, mais ça c'est autre chose. Sylvain Boulouc, est-ce que la violence, elle est inévitable quand l'extrême gauche se mobilise? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. L'ultra-gauche même. Oui, mais l'ultra-gauche, donc dans ce cas-là, révolution permanente, c'est pas l'ultra-gauche, c'est l'extrême-gauche. Puisqu'il se présente aux élections, l'ultra-gauche ne se présente pas aux élections. Ça, c'est un point de détail mais important. Deuxième chose, sur révolution permanente. Révolution permanente est issue du NPA, mais n'est plus au NPA. Et plutôt que parler de 1000 entailles, dans ce cas-là, je ferai référence, puisque c'est leur modèle historique, qui a créé 1, 2, 3 000 Vietnam, à l'image de Che Guevara, puisque leur référence historique, c'est la guérilla latino-américaine. Après, troisième point, là où je suis vraiment très sceptique, c'est que les enquêtes qui semblaient exister autour de ce qui a pu se passer autour des JO, c'était quand même, alors on n'en sait rien absolument, mais il y avait quand même de fortes présomptions qui se tournaient plutôt vers l'Est et plutôt vers la Russie que vers... l'ultra-gauche. La Russie étant spécialiste pour instrumentaliser des colères existantes aussi. Oui, c'est tout l'art de la guerre hybride, justement. Oui, mais c'est, après, pour l'instant, c'était plutôt les différents incendies, y compris ce qui s'est passé hier, où on a des suspicions aussi sur les têtes de porc qui ont été déposées dans les mosquées. Oui, dans les mosquées, comme les on a quand même des doutes sur un certain nombre d'agents étrangers. On a retrouvé un certain nombre de Bulgares qui travaillaient pour le FSB qui ont tendance à montrer qu'il y a volonté tout à fait clair de la part de la Russie de tenter de faire exploser le lien social, mais ce ne sont pas... Mais je reviens à cette journée. Est-ce que la violence est inévitable? Je repose ma question, même si effectivement il y a eu des journées de mobilisation, et si on se souvient des Gilets jaunes, avec beaucoup plus d'actes de violence que celui-là. Est-ce qu'elle est liée à l'ultra-gauche, pour être précis dans ma question? Il y a des militants de l'ultra-gauche qui sont adeptes de la violence et qui sont partisans de la violence, parce que pour eux, c'est le but, le moyen d'aboutir à la révolution. Donc je parle de l'ultra-gauche plutôt, même pas anti-parlementaire, ce qui n'est pas la même chose que l'ultra-gauche qui se présente, ou l'extrême-gauche qui se présente aux élections. Il y a, deuxième chose, une colère populaire qui existe, ce que vient d'expliquer Michel, par effectivement l'absence de corps intermédiaire. Alors c'est pas propre à Macron, ça revient depuis Raffarin et c'est pas la rue qui gouverne, où effectivement, à chaque fois qu'il y a un conflit social, les organisations syndicales représentatives sont mises de côté et le pouvoir a tendance à imposer sans tenir compte des corps intermédiaires, à imposer ses volontés sans tenir compte des corps intermédiaires. Et donc à partir de ce moment-là, vous êtes manifestant, on vous dit de toute manière vous pouvez manifester, on n'en a rien à faire. Il y a un moment où on se retrouve, en fait, ces manifestants se retrouvent à dire quels sont nos moyens d'action, puisque même quand il y a plusieurs millions de personnes dans la rue ou plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables des actes qu'ils commettent? Je n'ai pas dit ça. Je dis la colère. Après, vous pouvez générer de la colère et il y a de la colère qui peut exister et qui peut, parce qu'il n'y a pas d'autre échappatoire, se dire finalement la violence c'est un moyen d'exprimer cette colère. Ça veut pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. D'accord. Une question d'une de nos téléspectatrices, Colline de Pithiviers. Bruno Retailleau affirme que Bloc Contre Tout est commandité par l'extrême gauche. Peut-on considérer ce mouvement comme citoyen ou est-il davantage partisan? Je veux bien vous entendre là-dessus, Aurore Marval. Est-ce que c'est un mouvement finalement partisan, sous-entendu noyauté par les insoumis de Jean-Luc Mélenchon? Alors je pense qu'il y a une communication politique de Bruno Retailleau qui vise de toute façon à saper en tout cas l'ancrage citoyen de ce mouvement.
on verra dans quelle mesure il existe vraiment, mais en tout cas, le ministère de l'Intérieur martèle que c'est l'ultra-gauche, que c'est l'extrême-gauche, que ce sont les sbires de Mélenchon. C'est à la fois d'ailleurs pour faire fuir peut-être certains que justement le caractère politique du mouvement dissuaderait de s'y joindre, et aussi pour dire, voilà, nous, le ministère de l'Intérieur reste ferme face à ces provocations de l'ultra-gauche. Ce ne sont pas des citoyens qui manifestent, ce sont encore une fois des agents du chaos, etc. Toute cette rhétorique, c'est un petit peu, pour Bruno Retailleau, pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que s'il y a des débordements, ce sera la faute de la gauche radicale qui l'appelle à dessein extrême-gauche ou ultra-gauche. Et si il n'y en a pas, eh bien, ce sera le signe en fait que ce mouvement a été récupéré et qu'il a fait un flop et qu'il n'est pas citoyen. Quand on voit véritablement ce qui se passe dans les boucles Telegram où des gens parlaient et s'organisaient, c'est vrai qu'il y a des militants politiques qui s'en sont rapprochés beaucoup plus rapidement que ce n'avait été le cas lors des Gilets jaunes. Mais ça ne veut pas dire non plus, et je pense que les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure en sont des bons exemples, qu'il n'y a que des militants politiques dans ce rassemblement. Il y a aussi des citoyens, le caractère citoyen de ces mobilisations. Oui, des citoyens qui ont très majoritairement voté soit pour Bruno Retailleau, soit pour Jean-Luc Mélenchon, soit encore plus à gauche. Tout à fait, parce que lors des dernières présidentielles. C'est aussi comme ça que est composée, je dirais, la rue en France. Il n'y a pas une grande tradition à l'extrême droite, ou en tout cas pour les électeurs du Rassemblement national, de descendre. Les Gilets jaunes avaient été peut-être cette forme de mobilisation spontanée qui était la plus... On reste sur cette thématique. Je vais vous donner la parole. On écoute Bruno Retailleau. C'était ce matin, conférence de presse. Évidemment, ça représentait un défi pour le ministre de l'Intérieur censé expédier les affaires courantes. Donc on a en fait des groupuscules qui sont aguerris, qui sont mobiles, qui sont souvent masqués, cagoulés, qui sont vêtus de noir, où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des mouvances de l'extrême droite de l'extrême gauche et de l'ultra gauche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en France, on a le droit de protester, on a le droit de manifester, on a le droit de se mobiliser, à la condition de respecter la loi. Vous vouliez intervenir, Jean-Sébastien? Oui, parce que si on essaie de dézoomer, bien sûr, je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez, Emmanuel Macron s'est illustré, je pense l'avoir déjà dit sur vos plateaux, par son refus de tout corps intermédiaire et finalement, que ce soit les partis, les syndicats, etc. Mais le grand paradoxe de cette Start-up Nation, vous savez, ce jeune président qui était censé balai neuf, balai mieux, nous livrer un monde nouveau, c'est qu'il a fait totalement abstraction de ce qui se passait dans le monde, parce que la crise de représentation n'existe pas qu'en France, elle est la même partout ailleurs. Emmanuel Macron, il n'est pas président au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, il est président de la France. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a cette horizontalité. Moi, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que les Français soient moins écoutés aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque du général de Gaulle. Il n'y a personne, Thomas, qui vous appelle, il n'y a pas un ministère de l'Information qui vous appelle non plus pour vous donner un ordre du sommaire de l'émission, comme Alain Peyrefitte pouvait le faire à l'époque du JT. Et donc, je pense que nous vivons aussi dans un environnement où il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de moyens de s'exprimer. Le problème, c'est que les institutions sont restées assez figées sur le XXe siècle et n'ont pas su intégrer cette nouvelle donne qui est aussi bien technologique que sociologique. Et ce défi-là, il est entier. Et comme je vous le disais, le grand paradoxe de ce président moderne, c'est que ça lui a totalement échappé. Enfin, moderne, croit-il, ça lui a totalement échappé. Michel Blanquer, ça vous fait rire. Là-dessus, on sera d'accord. La question qui reste, c'est est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui fait sens, ou est-ce qu'on a affaire uniquement à un terrain de jeu pour les Black Blocs, l'ultra-gauche, etc. Et aujourd'hui, c'est trop tôt. Enfin, à ce moment précis, je crois, c'est trop tôt pour le dire. Et c'est bien, il faut savoir le dire quand on n'a pas tous les éléments. Il faut se poser la question. Si ça n'est qu'un terrain de jeu, j'exagère un peu, pour l'ultra-gauche et les Black Blocs, alors ça se terminera très vite. Parce qu'ils ont besoin, un paradoxe supplémentaire, le paradoxe, c'est que ça ne peut marcher pour l'ultra-gauche ou les Black Blocs que s'il y a un mouvement citoyen. S'il n'y a qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font. Et donc, le paradoxe, c'est qu'il faut un mouvement citoyen pour qu'existent concrètement ces formes de violence. Donc, on est dans une drôle de situation, mais je pense profondément qu'on est dans une période où il y a d'un côté ce qui se passe dans la rue, d'un autre côté ce qui va se passer au Parlement et dans la relation des partis avec le pouvoir, et que tout ça est assez désarticulé pour l'instant, et que moi j'ai le sentiment que l'espoir pour la rue est plus faible que l'espoir pour ceux qui, à l'extrême droite institutionnelle, se disent on a un boulevard,
attendons, n'allons pas trop dans la rue, c'est pas bon, restons respectables, restons cravatés à l'Assemblée nationale, continuons et tôt ou tard, on ramassera la mise, parce que il faut quand même bien voir, il y a d'un côté de la colère, de la rage, etc. Mais il y a aussi, moi je l'entends, je vis en province, je l'entends quotidiennement, beaucoup de gens qui disent, moi jusqu'ici je ne votais pas pour le Rassemblement national, mais on a tout essayé sauf ça, et c'est les seuls peut-être qui peuvent changer les choses. Et donc, si c'est ça, c'est pas la peine d'aller aux manifestations dans la rue, il vaut mieux attendre. Donc, je crois qu'il y a un conflit entre la logique institutionnelle et la logique de la rue. Alors, il nous reste moins de 10 minutes, ça a filé vite, hein, le temps dans ce débat, c'est plutôt bon signe. En général, on va se poser la question d'une jonction éventuelle avec cette journée de mobilisation intersyndicale du 18 septembre. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre pour faire un peu le bilan de la participation politique à cette journée. Bonsoir Steve. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Ça, vous voyez, quand vous me remplacez, il y a des pépins techniques, ça m'arrive aussi. Ça arrive je vous vois avec un petit sourire en coin, j'ai bien compris pourquoi. Bon, il y a un certain nombre de responsables politiques qui étaient présents là dans les manifestations. Oui, la journée avait même débuté un peu avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Écoutez la députée insoumise Ercilia Soudé, c'était juste après la chute de François Bayrou lundi. Capitaine Bayrou, votre bateau a coulé. Glou, 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 glou. Et le prochain, c'est Emmanuel Macron. Alors tous le disent, on n'oublie pas, on bloque tout. Voilà, c'est une députée adepte de ce genre de vidéos, disons, décalées sur les réseaux sociaux. On peut dire ça comme ça, décalées. En première ligne de cette mobilisation, évidemment, sans surprise, la gauche. Oui, 7h ce matin, porte de Montreuil à Paris. La députée Danielle Simonet, ex-LFI, poste une vidéo sur ses réseaux sociaux. La Brave poursuit les gens jusque dans les cafés, écrit-elle. La Brave, c'est la brigade de répression de l'action violente. Et voici la vidéo publiée par la députée. Député de la République, j'ai le droit de prendre un café, enfin, j'ai le droit de prendre un café ici. Je prends un café. D'accord, je prends un café. Non. Vous sortez tout le monde sort. Vous sortez, d'accord, on va vous contrôler. Voilà, on n'a pas tout le contexte de la vidéo, mais ça montre bien que la journée a débuté par des tensions. Autre responsable politique levé aux aurores, Thomas, Olivier Besancenot, militant du NPA. Il était sur un piquet de grève RATP dans le 18e arrondissement de Paris, où la police a procédé à une intervention. Également très mobilisé aujourd'hui, le député LFI Raphaël Arnaud, qui s'est réveillé tôt pour encourager les lycéens du lycée Mistral à Avignon à bloquer leur établissement. Chez LFI, toujours, Manuel Bompard félicité en fin de matinée les manifestants à Marseille. Et puis, autour de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris, on a pu apercevoir deux sénatrices de gauche, les écologistes Anne Souiris et Antoinette Gull. Bon, ça, c'est pour la première phase de cette journée. Oui, en fin de matinée, les blocages ont progressivement laissé place à des rassemblements déclarés au préalable en préfecture. Des élus insoumis se sont par exemple réunis à Maison-Alfort en banlieue parisienne. Mathilde Panot, Clémence Guettet ou encore Aurélie Trouvé ont participé à un rassemblement devant le site Sanofi. Quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon faisait son apparition place du Châtelet à Paris, où il y avait beaucoup de jeunes lycéens. Un peu plus tard, on a demandé au communiste Yann Brossa si cette journée était finalement une mobilisation de gauche, de toute la gauche. Écoutez sa réponse. C'est un mouvement qui est soutenu par beaucoup de Français qui ont voté aux dernières élections législatives, qui ont souhaité que ça change et qui constatent que le président de la République maintient coûte que coûte la même politique. Et donc bien sûr que notre place de parlementaire de gauche, c'est d'être aux côtés de ces Français qui se mobilisent aujourd'hui. Voilà Thomas, on a vu des communistes, on a vu des écologistes, on a vu des insoumis dans la rue. En revanche, pas de traces du Parti socialiste dans les cortèges, qui a dit qu'il accompagnait, selon ses mots, le mouvement du 10 septembre. Prochain rendez-vous important jeudi prochain, la semaine prochaine, cette fois-ci à l'appel de toutes les organisations syndicales. Merci beaucoup Steve. Sylvain Boulouc, est-ce qu'il y a cet objectif aussi de faire la jonction avec le 18 septembre ? Même si on a bien compris, ce sont deux mouvements d'origine et peut-être de nature différente.
peut y avoir des gens qui feront la jonction ou qui ont envie de faire la jonction. Après, on est dans deux, effectivement, mouvements complètement différents. Je rappelle que le premier objectif d'une organisation syndicale, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des salariés. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez une unité d'action syndicale entre toutes les grandes confédérations syndicales, c'est pour la défense d'un certain nombre soit d'acquis sociaux, soit pour obtenir des augmentations de salaire, et qui n'a pas forcément à voir avec le bloc en tout. Après, concrètement, si l'appel à la grève ou l'appel à manifestation qui est lancé par les 8 organisations syndicales représentatives fonctionne réellement, et le pays peut effectivement être bloqué de manière beaucoup plus importante que celle-là a été aujourd'hui. Mais on n'est pas dans la même nature de mouvement. C'est-à-dire que là, on a un mouvement syndical donc, qui va défendre les revendications des salariés. On n'est pas dans un mouvement plus protéiforme, où plusieurs slogans sont mélangés. On est réellement dans la défense, enfin dans ce qu'est l'objectif des organisations syndicales ou du mouvement syndical, qui est de défendre les catégories qui sont syndiquées. Est-ce que les syndicats sont quand même mal à l'aise avec ce type de mouvement spontané, Michel Vivorca ? Écoutez, il y en a qui sont pas du tout mal à l'aise, qui sont loin de ça. C'est la CFDT qui l'a fait savoir clairement, qui a communiqué pour dire qu'elle n'avait rien à voir avec ce mouvement, même s'il y a une certaine légitimité à contester, bien sûr. Et puis vous avez le cas plus intéressant de ces organisations syndicales qui sont divisées. La CGT est peut-être un peu force ouvrière, je ne sais pas, mais la CGT, c'est très clair qu'ils sont divisés entre des tendances, je vais simplifier, radicales, qui sont de ce côté-là, et des tendances réformistes, négociatrices, qui sont de l'autre côté. Et ils sont sous tension. Mais je pense que la position de la CFDT est plus confortable politiquement et intellectuellement, parce qu'elle est cohérente, et qu'ils disent, nous, on veut obtenir des progrès, négocier, etc. Alors que la CGT est sous tension entre les deux logiques. Il faut quand même bien voir que la CFDT est devenue le premier syndicat de France il y a très peu de temps, 2-3 ans je crois, et que la CGT depuis longtemps est sous cette tension, et c'est pour moi un signe de faiblesse et non pas un signe de force. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut le lire autrement, mais moi je pense que c'est la régression à l'anarcho-syndicalisme de la fin du 19e siècle ou du 20e siècle, c'est-à-dire au moment où décline le syndicat, on retrouve des formes d'action et de pensée qui correspondent au moment où il était en train d'apparaître et où ensuite les choses ont changé. Aurore Malval, c'est évidemment très difficile, on a tous été prudents sur ce plateau, d'anticiper sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un jour 2, un jour 3, etc., de ce mouvement bloquant tout. Mais on va faire le lien avec le thème de notre second débat, l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Est-ce qu'il n'y a pas là un carburant quand même pour des manifestants qui disent de toute façon, c'est pas une surprise, mais le chef de l'État ne nous écoute décidément pas? Bien sûr, c'est vrai qu'il y avait, on a pu se dire que le mouvement aurait moins d'ampleur parce que le gouvernement de François Bayrou allait tomber lundi, et c'est évidemment ce qui s'est passé. Que Emmanuel Macron nomme effectivement un Premier ministre qui fait partie de ses fidèles, qui semble-t-il, alors lui fait des déclarations contraires, parle de rupture justement pour essayer de calmer le jeu et puis surtout essayer d'y arriver parce qu'il va devoir effectivement négocier avec les oppositions, mais ça peut donner l'impression qu'Emmanuel Macron n'entend personne, qu'il entend poursuivre la politique qu'il a menée sans acter sa défaite aux élections législatives de 2024. C'est très difficile en fait de voir à quel point ça va peser ou non pour les mobilisations, parce qu'en fait, les gens, ces fameux citoyens là qu'on fantasme un petit peu aussi tous, eh bien, il y a un ras-le-bol qui s'est installé, mais depuis longtemps. Il était effectivement avant Macron. On n'est pas dans une explosion là de fièvre avec des gens qui descendent dans la rue. On n'est pas dans une situation, vous le disiez, révolutionnaire. Donc, c'est souvent la question des 2 jours fériés a été centrale, je pense, dans l'organisation déjà au début de ce mouvement. Ça a été le déclencheur. Exactement. Il faut quelque chose. Ça
ça a été le cas pour les Gilets jaunes, il y avait le prix du carburant. Et là, effectivement, de dire juste, bon, Emmanuel Macron continue à ne pas nous entendre, continue à vouloir mener sa même politique, eh bien, je ne sais pas si ça suffit pour avoir des actions perlées jusqu'au 18 ou même continuer ensuite. Très vite, Jean-Sébastien. Et il y a eu la question des 2 jours fériés, peut-être aussi la rhétorique du fait que la France serait sous dépendance de contraintes extérieures, celle de Bruxelles, celle du FMI, parce que si vous regardez l'origine du mouvement Bloc-on-Tout, il faisait référence tout à l'heure, qui a commencé à droite ou très à droite comme on veut, c'est un militant du Frexit, et donc quelqu'un qui justement voudrait que la France soit souveraine et libre de ses choix, et cette dimension-là, elle existe aussi. Oui. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres, Michel Vivorca, Où va la France, qui vient donc de sortir en poche aux éditions de l'Aube. Sylvain Boulouc, Meurtre à la Grange Obel, quand les communistes flinguaient les anarchistes, c'est aux éditions du Cerf. Et Aurore Malval, on vous lit dans Marianne, évidemment. À très bientôt sur Public Sénat.